Alors, écoutez, moi j'explique dans mon livre qui est assez autobiographique, j'explique mon itinéraire, mon travail, ma formation. Le fait que j'ai été quelque part programmé génétiquement pour être commissaire et dans le renseignement, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. J'adorais la police, j'adorais le renseignement, j'adorais la politique. Donc pendant quasiment 9 ans, je suis au RG. Alors d'abord au Havre, j'explique longuement ce que j'ai fait au Havre, notamment l'affaire antiterroriste qui m'a permis de rencontrer en 87 Charles Pasqua. Mais le fait aussi que je me rends compte du SAC, de la puissance du SAC, du service d'action civique. Qui était le service d'ordre du général de Gaulle. Qui est le service d'ordre du général de Gaulle, qui a été créé en 60 ou 61 par une déclaration de la préfecture de police, qui était un service parallèle à l'État qui était chargé de faire des actions musclées à la fois contre l'OAS et contre le FLN, à l'époque où la France était secouée par la guerre d'Algérie. Ensuite, le SAC agit puissamment pendant la secousse de mai 68. On se souvient de la grande manifestation du 30 mai 68. Et le problème du SAC, c'est qu'il rassemblait des militaires, des juges, des policiers, mais qu'il avait été gravement infiltré par des membres de la grande criminalité. Et que petit à petit, ce service d'ordre s'est mué dans une espèce d'officine de barbouze qui menaçait des juges, des gendarmes, des policiers. Et vous-même. Et moi, ça m'est arrivé. Et donc, j'explique que je suis tombé sur un noyau du SAC au poste où j'étais, et qu'en voulant dénoncer ces gens et les meurtres qu'ils avaient commis ou pu commettre, j'ai eu des soucis professionnels. Alors, le SAC qui appartenait, entre guillemets, à Pasqua, il faut dire que Pasqua était, en gros, plus que le mentor de Sarkozy. C'était quasiment un binôme. On va parler de Pasqua et de... Alors d'abord, Pasqua au SAC, il y a une liste des membres du SAC qui a été publiée. Je crois qu'il a le numéro 3 ou 4 de sa carte. Mais à un moment, il a été en bisbille avec Pierre de Bizère, le patron du SAC. Donc à un moment, Pasqua n'est plus en odeur de sainteté avec de Bizère, ça se passe pas très bien. Mais après, en fait, comme il a les réseaux, des réseaux puissants qui sont des réseaux corses, qui sont liés à la fois à la police, à la douane, à la grande criminalité, Pasqua, quelque part, est incontournable. Donc, il redevient indispensable pour le SAC. Alors, dans mon livre, il y a tellement de choses qu'on pourrait développer. Je parle notamment de l'affaire Boulin, qui est quand même une affaire très, très importante. Et l'affaire Boulin, c'est le ministre qui a été assassiné, dont on dit qu'il s'est suicidé. Voilà, dont la version officielle est celle qui se serait noyée. Vraiment, en 2 mots, parce que il faut concentrons-nous sur Sarkozy. Nous n'avons qu'1h30 et c'est pas assez. Et c'est pas assez par rapport à toutes les affaires dont il est lié. Alors, si on veut revenir, c'est vrai, à l'origine de la personnalité de Sarkozy, il faut voir comment il est propulsé en politique. Alors, c'est une chose sur laquelle les gens, les journalistes, les commentateurs ne se penchent très très peu, mais c'est vraiment intéressant. Donc, Sarkozy est né à Paris en 1955, et ses parents, vous savez qu'ils ne s'entendent pas, et ses parents divorcent, et son père, Pald Sarkozy de Nagui Boxa, se remarie avec une femme qui s'appelle Christine de Ganay, laquelle Christine de Ganay va ensuite épouser Franz Wissner. Et Franz Wissner, qui est un homme de l'État profond américain, qui était le vice-directeur de la CIA. Il a eu des postes importants. Il était sous-secrétaire d'État à la Défense. Il était ambassadeur en Égypte, aux Philippines. C'était un homme de l'État profond américain. C'est lui qui remarque Sarkozy dans les années 70-72. Sarkozy n'a que 15 ans, 16 ans, 17 ans. Christine de Ganay, donc avec Frank Wissner, qui remarque ce jeune homme qui a l'air d'avoir des aptitudes pour communiquer, pour convaincre. Il dit, c'est quelqu'un qu'on va former. Donc, la formation de Sarko, c'est la CIA. Il ne faut pas l'oublier. C'est très important de voir le comportement du bonhomme, les appuis. Après, quand vous parlez qu'il a vendu un stock d'or, il a bradé un stock d'or. Oui, il a bradé, c'est ce que je dis. Il a bradé un stock d'or français aux Américains. Écoutez, il a en gré quelque part, il a renvoyé l'ascenseur à ses formateurs. Bon. Donc, il est drivé par la CIA dans les années 72, 13, 14.
Et après, donc, il continue ses études, sa formation. Il a après fait des études sensationnelles, Sarkozy. Je suis désolé, mais c'est ni l'ENA, ni Normale Supérieure, ni l'ESSEC, ni HEC. Bon, bah, c'est un gars qui s'est fait avec ses valeurs personnelles parce que il a eu cette formation de l'État profond américain. Alors, quand on regarde sa carrière politique, déjà, on remarque une chose, c'est que, certes, il a trahi Pasqua en 83. Parce qu'en 83, il a à peine 28 ans. Pasqua pensait qu'il allait succéder à Achille Peretti comme maire de Neuilly. Et c'est Sarkozy qui lui dame le pion. Donc Pasqua, au débarrage, est furieux contre... Alors que Pasqua est à l'hôpital. Oui, alors que Pasqua est malade et ne peut pas suivre le conseil municipal comme il le faudrait. Il est empêché et Sarkozy lui rafle la mairie de Neuilly. Bon, donc déjà, ça commence de façon un peu particulière. Mais après, les deux vont aussi se rabibocher par l'amitié que Perotti avait avec Sarko, qu'il le voit que c'est un jeune qui a de l'entre-gens, il est assez brillant, il sait convaincre, il a du bagou, il sait y faire. Et ensuite, Sarko va épouser donc Cuglioli, qui est Marie, je ne sais plus comment elle s'appelle, Marie Cuglioli, qui était... Et qui est-elle, justement? Alors, Cuglioli, c'est la nièce de Peretti. La nièce de l'ancien maire de Neuilly. Et il faut dire aussi aux gens qui connaissent peut-être pas Neuilly que Achille Peretti. C'est Achille Peretti. Oui, Achille Peretti. C'était le maire, en gros, historique. Il y a même une grande avenue Peretti. Alors, il était comme moi, il était commissaire de police. Son métier d'origine, c'était commissaire de police, Peretti. Il s'est engagé pendant la guerre dans la résistance. Lui, je pense que c'est un authentique résistant, parce que vous savez, dans les résistants, il faut faire le tri entre les collabos et les vrais résistants. Et donc, il est maire de Neuilly, je crois, à partir de 55-56, quelque chose comme ça. Enfin, c'est le personnage central de Neuilly, qui après a été membre du Conseil constitutionnel, président de l'Assemblée nationale. C'est un classique du gaullisme. Bon. Et il remarque ce brillant Sarkozy qui fait de l'effet, qui a du bagou, donc il lui succède en 83 comme maire de Neuilly. Et à ce moment-là, Pasqua, qui est un homme assez réaliste, va dire, bon, bah d'accord, je te laisse Neuilly, mais on va essayer de travailler de concert, puisque maintenant, quelque part, tu fais partie un peu de la grande famille corse. Donc c'est pour les Corses, vous savez que c'est important, si vous êtes de la famille, parenté, etc., il y a quand même tout de suite quelque chose. Oui, parce que sa femme est d'origine corse. Sa femme est d'origine corse. Et c'est la nièce, voilà, nièce de l'ancien grand-mère. Voilà. Et donc, Sarkozy, avec Cuglioli, il a ses deux enfants aînés, Jean et puis... et Pierre. Voilà, et Pierre, voilà. Alors, je décris... Nous sommes dans les années 80. Il faut voir une chose, c'est que dans ces années-là, Sarkozy s'est engagé tout de suite auprès de Chirac en 75. Le congrès de l'UDR qui a eu, je crois que c'était à Nice, il me semble. Et là, Sarko, tout de suite, impressionne aussi Chirac, qui a besoin de jeunes, de gens vigoureux. À l'époque, le responsable de l'UJP, c'est Grossman, qui est un type assez peu connu, qui n'a pas le charisme, la présence médiatique d'un Sarko. Donc Sarkozy, tout de suite, va monter dans l'appareil UDR et va être remarqué par Chirac, qui va dire, bah ouais, c'est un type qui a voilà, il a des capacités, etc. Et alors, en 88, pendant la première cohabitation, où Pasqua est ministre de l'Intérieur, je parle beaucoup de la première cohabitation. Oui, c'est très, très intéressant. C'est très important. Justement, sur Sarkozy, c'est très important. Très important. Et à l'époque, Sarko n'a qu'un petit strapontin. Je crois qu'il est juste chargé de mission auprès de Pasqua pour les questions de problèmes nucléaires, des choses. Enfin, il n'a pas de rôle fondamental. Et c'est à partir de 88 qu'il va s'engager plus avant dans le système RPR et qui va ensuite divorcer avec sa femme corse parce qu'il a marié, vous savez qu'il a marié Jacques Martin en tant que maire de Neuilly. Et Cécilia. Et il a flashé sur Cécilia et il va donc, tous les deux, ils vont avoir une relation d'amant pendant quelques années, extra-conjugale, avant de divorcer et de faire leur vie ensemble. Voilà. Alors, je développe dans mon livre quelque chose de très important, c'est savoir comment les hommes politiques émergent dans le système politique français. Et là, dans mon livre, je développe des choses qui n'ont jamais été développées, mais jamais. Et je pars du constat de l'assassinat de Bérégovoy, parce que quand je vois qu'il y a encore des gens qui soutiennent le suicide de Bérégovoy, c'est aussi inepte que l'histoire Boulin. Vous avez dans mon livre
une enquête minutieuse que j'ai faite en 2001, où j'ai rencontré des témoins qui ont pu me parler, qui ont pu me dire beaucoup de choses sur l'affaire Bérégovoy. Je publie la planche photo que j'aurais aimé d'être de meilleure qualité, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Il n'y a pas oui, c'est celle de l'époque, de toute façon. Voilà, celle de l'époque. Elle a 35 ans. Voilà. La planche mais photo. il n'y a aucun éditeur qui a accepté de me publier d'emblée. J'ai essayé de faire du crowdfunding, mais vu le sujet sensible, il n'y a personne qui a voulu m'aider. Donc j'ai fait ce livre vraiment tout seul, avec quelques amis, à la force du poignet. Voilà. Alors quand je rassemble les pièces de l'assassinat de Bérégovoy, vous voulez, les postes où j'étais, d'abord, la rencontre de Pasqua fin de 87, ma proximité avec Bertrand, et avec Massoni, Yves Bertrand, l'ancien patron des RG, voilà. Avec Philippe Massoni, l'ancien directeur central des RG, dont je publie la carte de directeur des RG dans mon livre. Et cette équipe roulait pour Chirac, sous la houlette de Dominique de Villepin. Franchement, moi, j'ai fait des enquêtes dans ces années-là, 2000, 2001, début 2002. C'était pour essayer de muscler la campagne de Chirac, alors que Chirac pensait avoir un deuxième tour difficile face à Jospin. On sait bien ce qui s'est passé. Donc, Jospin éliminé, il se retrouve face à Le Pen. Et le problème politique qui se passe à ce moment-là... Alors, attends. D'abord, oui. L'émergence de Nicolas Sarkozy. Alors l'émergence, c'est Human Bomb. Et nous revenons à ça, Human Bomb, parce que ça, c'est excessivement intéressant. Mais bien sûr. Mais alors, j'allais venir, Mike. Ah, vas-y. Mais j'allais venir parce que quand j'ai creusé de près l'affaire Bérégovoy, je me suis dit que, d'abord, pourquoi on l'a éliminé ? Parce qu'il voulait lutter contre la corruption en France. Il l'avait déclaré à l'Assemblée nationale. Je veux vider l'abcès de la corruption. Donc, il a fait peur à tout le monde. Et il y a eu un consensus général pour dire... ce malheureux Bérégovoy qui veut nettoyer les écuries d'Augias, qui veut épurer la France, c'est pas possible. On ne peut pas le garder, il va nous faire exploser le système. Donc j'explique à ce moment-là qu'il y a des rencontres secrètes, en 92, entre Mitterrand et Pasqua, qui se passent dans la villa du docteur Laurent Raillard, à Louveciennes, où les rencontres secrètes permettaient... Alors, on raconte que c'était pour des problèmes de terrorisme, oui, mais le grand terrorisme à l'époque, le vrai terroriste, c'était Bérégovoy. C'est lui qui voulait faire sauter la classe politique française. C'est pas un intégriste ou un Corse ou un Basque. C'était lui qui faisait peur. Donc, comme il faut l'éliminer, Mitterrand met en œuvre son Raspoutine à lui, son âme damnée qui était Michel Charasse. Charasse, c'est le vrai parrain de la politique française. C'est le gars qui avait pendant 2 ans un appartement en permanence à l'Élysée, qui recevait des gens le jour, le soir, la nuit, qui organisait des déjeuners confidentiels et qui tirait des ficelles. Et c'est lui qui organisait des contrôles fiscaux vis-à-vis des gens qui lui résistaient, qui donnait des subventions, qui s'occupait d'aider telle entreprise, de pénaliser telle autre. Et Charasse, ministre du budget, était en très mauvais termes avec Bérégovoy. Et c'est Charasse qui a adoubé Sarkozy au ministère du budget. Charasse. Michel Charasse. Le gars, un PS, un gars de gauche, quoi. C'est un gars de gauche qui adoube un gars de droite, en gros. Voilà, mais vous savez... Mais déjà, à l'époque, ça voulait rien dire. Comme le disait Vespasien, l'argent n'a pas d'odeur. Et quand on est à ce niveau du pouvoir, on se fout éperdument des étiquettes. Donc, Charasse... il était en très bon terme avec Pasqua, j'en parle dans mon livre. Pourquoi ? Parce que, regardez, d'abord, ils avaient la Corse en commun. Donc, la mère de Charasse était d'origine corse. Et le premier mandat électoral qu'a eu Charasse, c'est en 77. Il a été élu conseiller municipal dans un village du centre de la Corse. Sa mère, elle était de Corté. Et alors, ça a créé une sympathie avec Pasqua. Les deux... avaient des prises de position communes au Sénat. Souvent, ils présentaient des propositions de loi en commun. Sur Maastricht, parce qu'il ne faut pas oublier, les grands débats dans ces années-là, c'est l'acte unique européen, l'Union européenne, qu'est-ce qu'on fait sur Maastricht, comment on se positionne. Les deux étaient souvent d'accord. Et sur l'élimination de Bérégovoy, il est clair qu'il y a un consensus, puisque personne n'a bougé. Ni à gauche, ni à droite. Ça a été le silence total. Et ce silence total, il a été obtenu par ces rencontres secrètes dans la villa du docteur Raillard, et il y a eu des marchés
Il y a eu des combinaisons, des accords secrets qui ont été conclus entre Mitterrand et Pasqua. Moi, j'ai eu des bruits. J'ai des bruits qui me sont arrivés des deux côtés. Des deux côtés, du côté Pasqua et du côté Mitterrand. Donc, on est d'accord, on est mis de béret, mais Pasqua à côté dit, mais qu'est-ce que moi je gagne dans l'histoire? Et c'est là qu'on voit avoir arrivé des choses très très étonnantes, des événements particuliers. Pasqua disait, la leçon de Boulin, c'est qu'après un meurtre de cette nature, après une affaire politique aussi grave, il faut tout de suite créer un événement qui détourne l'attention. Donc, pour Boulin, le grand événement, c'était l'assassinat, l'arrestation, le flingage de Jacques Messrine, l'ennemi public numéro 1. C'est cette affaire qui a fait, 4 jours après la découverte de Robert Boulin, que l'affaire Boulin est passée au second plan et que tout le monde a braqué les projecteurs sur Messrine. Avec le fait que l'information un peu inconnue que j'évoque dans mon livre, c'est est-ce que Messrine aurait participé à l'assassinat de Boulin? Et je tiens cette affaire d'un ancien policier qui s'appelait Guy Simonet, qui était lui qui avait organisé l'affaire de l'assassinat du prince de Broglie. Pour de Broglie, il n'y a pas le moindre doute, il a été assassiné le 24 décembre 1976 en sortant de chez Pierre de Varga, rue des Dardanelles. Et il y a eu un procès, il y a eu 3 condamnations à 10 ans de prison de Varga, le tueur, Gérard Frêche, et ce fameux policier Guy Simonet. Simonet va à la Santé, là où il ira peut-être M. Sarkozy au mois d'octobre, très certainement. Et là, il rencontre Messrine en balade, et Messrine lui dit, tu sais, t'es un flic, j'ai quand même un truc à te dire, c'est que on me dépeint comme un grand criminel, l'ennemi public numéro 1, mais je ne fais pas que ça. Je fournis de l'argent, je finance des caisses politiques électorales, et notamment le SAC et le parti de Giscard. Donc, UDF. Donc, Messrine finançait les partis de droite. Je ne sais pas s'il finançait les partis de gauche, mais Simonet m'a dit, pour ce qui était de la droite, c'est certain. Donc, Messrine avait été détenteur de trop de secrets. Il savait beaucoup trop de choses. Donc, au moment où Boulin est assassiné, et Boulin, à mon sens, il a une confluence d'opposition. D'abord, il avait des documents sur le financement de la campagne de Giscard. Et il en avait aussi sur le financement du RPR et du SAC, parce qu'il savait, Boulin, ayant été ministre du Budget, c'est un poste stratégique dans la République, il savait que Messrine finançait aussi le SAC. Donc, en l'éliminant, parce que, attendez, les policiers l'ont cherché pendant des mois, déjà, la libération, son évasion de la Santé en avril 1978, on voit manifestement qu'il a eu des complicités dans les gardiens, dans le ministère de la Justice. On voit bien que quasiment on lui a ouvert les portes, on lui a organisé. Donc ils ont éliminé Messrine. Et lorsqu'ils ont éliminé Bérégovoy. Alors lorsqu'ils ont éliminé Bérégovoy, Pasqua a conseillé, écoutez, il faut qu'on fasse quelques affaires derrière pour faire oublier l'histoire derrière. Et c'est là que nous avons 10 jours après l'affaire Human Bomb. Alors voilà, racontons, parce que cette affaire Human Bomb, moi je me rappelle, j'étais adolescent, on l'a vu à la télé, c'était hallucinant, mais je pense que les gens ont oublié. Donc, alors les gens ont beaucoup oublié cette histoire. Alors c'est un gars tout seul qui débarque à la maternelle Charcot à Neuilly. Alors à Neuilly, il y a une composition sociologique Voilà, c'est bourgeois. Oui, justement, c'est bourgeois, mais pas cette école. Cette école, elle n'est pas bourgeoise. C'est une école qui accueille plutôt des gens de conditions normales, modestes, modérées. C'est pas une grande école privée. C'est une école modeste. Et là, il y a un type qui se fait appeler Human Bomb, qui ne parle pas. Il a une cagoule, il veut rien dire. Il s'exprime en écrivant ses revendications sur une ardoise. Mais vraiment, cette histoire ne ressemble à rien. Et il prend en otage l'école. Il prend en otage des gamins à l'école, en disant qu'il veut une voiture, il veut partir à l'étranger, et il veut une rançon, je crois, de 10 millions. Il demande des millions. Et alors, à ce moment-là, les négociations commencent avec le directeur de la sécurité publique des Hauts-de-Seine, et Metwitou, qui était un policier traditionnel, avec le procureur Lyoncan. Ils discutent tout ça. Mais tout d'un coup, il y a Sarkozy qui s'impose dans l'histoire. Il arrive, je suis maire de Neuilly, c'est moi le patron, etc. Donc, d'abord, il va chercher la rançon. Hein. Alors, la rançon,
C'est pas son rôle, c'est pas un maire d'une ville de chercher le rançon. C'est unique, ça. Il est maire, il est ministre du budget et porte-parole du gouvernement. Voilà. Alors, il récupère la rançon avec la vitesse de l'éclair. Est-ce qu'il l'a rendue? Je n'en sais rien. Hein. Est-ce qu'il y a eu une enquête là-dessus? 10 millions de francs de l'époque, c'est énorme. C'est quand même énormément d'argent. C'est énorme. Alors, je vais finir de décrire l'histoire. Donc, c'est beaucoup d'argent. Il arrive, il aurait donné la rançon à Human Bomb. Et puis surtout, on met en scène le fait que Sarkozy, tout jeune, va récupérer des enfants, va libérer des enfants d'un gars qu'on nous présente comme un type épouvantable. Alors, en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que ce gars-là, il semblait avoir une grande instabilité mentale, ce Eric Schmitt. Il agit tout seul. Comment peut-on braquer le raid, 150 policiers autour de soi? C'est une affaire qui ne manque pas de rappeler l'affaire Mohamed Merah, bien avant l'heure. Hein. On est 20 ans avant l'affaire Merah, mais on se rend compte d'une chose, c'est que cette affaire, elle a un objectif clair, c'est on lance Sarkozy. Oui, parce que, regarde, toi, t'es policier, t'es commissaire. À l'époque, je suis au Gabon. Hein, je suis au Gabon. Oui. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as jamais vu un civil, qui plus est un ministre, aller voir un preneur d'otages et lui dire, tenez, voilà votre argent, prenez-moi si vous voulez. Enfin, genre, c'est le héros, quoi. C'est Batman, quoi. C'est Batman, le mec. Voilà, c'est Batman. Et à un point tel que même, apparemment, Pasqua aurait été indisposé de l'histoire. Il a trouvé que Sarkozy en faisait un peu beaucoup. On a compris qu'il était là pour jouer des gros bras, pour se mettre en scène. Si ça avait été vraiment un type dangereux. Et puis. Attendez, si ça avait été vraiment un type dangereux, si ça avait été une vraie prise d'otage, on n'imagine pas un gars tout seul là-dedans. Il faut être au moins deux, avec des relais à l'extérieur. Mais là, c'est vraiment le gars complètement seul. Et alors, quand on va apprendre ensuite quel est son parcours, on apprend que c'est un informaticien qui a fait faillite, qui n'a plus d'entreprise, et qui avait proposé ses services un an avant au Conseil général des Hauts-de-Seine. Alors ça, c'est quand même curieux que le gars, il va au Conseil général des Hauts-de-Seine, il propose ses services, il n'est pas retenu, et puis il retourne chez lui à Agde, et après, il va prendre sa voiture pour faire une prise d'otage à Neuilly. Alors, quels sont ses faits d'armes? Puis ils l'ont flingué aussi. Ben oui, mais on va en parler. Ouais. Alors, les faits d'armes de ce Eric Schmitt, il avait mis le feu à des poubelles à Neuilly, et il avait attaqué Mitterrand et Pasqua dans un écrit ou je sais pas quoi. C'est quand même curieux que ce gars-là, il s'en prenne tout de suite à Mitterrand, à Pasqua, et qu'il décide de faire comme ça, le brûle-popote, une prise d'otage. Quand on analyse son comportement, il semble évident que Schmitt a été manipulé, qu'on lui avait probablement dit qu'il s'en sortirait. Parce que je vois pas pourquoi il était avec une cagoule, il ne parlait pas. Quand on fait ça, ça veut dire que derrière, on imagine une suite. Je vais partir, je vais prendre l'argent, je vais me sauver, et je ne dois pas être reconnu. Son attitude n'a rien de cohérent. Or, le RAID, je ne veux pas du tout attaquer le RAID, c'est un organisme de la police spécialisée avec qui j'ai travaillé d'ailleurs en 87 pour mon affaire de militants néo-nazis. Ils ont fait leur boulot parce qu'on leur a dit que c'est un type très dangereux, qui avait l'allure d'être dangereux, mais franchement, quand on voit le gars tout seul, dans une classe, avec des gamins, ça ressemble pas à une action terroriste, rien du tout. Ce n'est ni le Hamas, ni le Hezbollah, ni ce qu'on veut. C'est un gars qui a fait une initiative qu'on lui a demandée. Or, comme il savait trop de choses, ce gars-là, on l'endort avec un café, et puis il allait bouger, boum, on le tue tout de suite. Le gars du RAID a fait il a sorti un livre d'ailleurs, il a fait un livre sur son témoignage. Mais l'affaire, elle a semblé tellement obscure que le procureur Lyoncan a demandé une enquête, qu'on lui a refusée. Il faut voir qu'on était en 93, on était dans la deuxième cohabitation. Pasqua, tout puissant, mise à l'intérieur. Il n'y a plus Pandro qui vient pour le limiter, il est tout seul. Pas d'enquête. Et alors là, ce qu'on remarque quand même, une chose étonnante, c'est qu'il y en a un qui semble s'amuser malicieusement de cette histoire, c'est Mitterrand. Parce que une semaine après, il dit, bon, mais écoutez, l'institutrice, là, elles ont été dévouées, elles ont été courageuses, remarquables. Venez, je les décore moi-même à l'Élysée de Légion d'honneur. Enfin, on a l'impression que c'est une pièce de théâtre qu'on nous joue. Une pièce de théâtre qui est là pour alors réconforter Mitterrand, réconforter Pasqua, et puis là, on a fait la promotion de Sarkozy.
Donc il devient une star grâce à ça. Il devient une star grâce à cette affaire. Et je dirais que, comment il s'appelle, Charras est assez content parce que, pour lui, quelque part, Sarkozy, c'est son bébé. Alors, Charras, quand il est candidat, nous sommes en 93, c'est très vieux l'histoire, mais quand Sarkozy est candidat en 2007, face à Ségolène Royal, ben Charras, il soutient Sarko. Il ne soutient pas le candidat du PS. Il lui apporte son soutien. Et à la fois parce qu'il y a la proximité corse, et parce que quand on était ministre du budget, on sait un peu trafiquer les comptes, on sait échanger des secrets, on sait un peu comment faire des manifs dans les subventions à droite à gauche. Bref, c'est un poste qui permet de faire beaucoup de choses. J'en parle un peu dans mon livre sur les magouilles qui ont été relevées contre Charras, qui, avec son ami Gérard Collé, qui était le président de France Loto, avait détourné quelques millions, etc. Voilà. Bon. Un Gérard Collé qui est parti à l'étranger, il a eu un rapport de l'inspection générale des finances, il a failli être accusé de détournement de fonds, corruption, etc. Mais on est déjà dans une république sacrément corrompue, il faut être clair, sacrément corrompue. Donc en 93, l'affaire Human Bomb. Après, je parle de 2 autres morts très intéressantes qui ont lieu juste après Human Bomb. C'est l'assassinat de René Bousquet. Alors René Bousquet, c'est un collabo qui était le directeur général de la police sous Vichy. C'est lui qui organisait les rafles de juifs. Ami de Mitterrand. Oui, voilà, mais justement, ils se connaissent parce qu'ils ont été décorés ensemble de la Francisque. Il agit pour la politique vraiment antisémite. C'est lui qui actionne la police dans les rafles. Quand on attrape des juifs ou des résistants, des communistes ou des francs-maçons, qu'on les livre à la Gestapo, il y a René Bousquet. Mais il échappe à l'épuration. Il se convertit dans la banque, dans la finance. Il devient directeur général de la Banque d'Indochine. Et il est un grand ami de Mitterrand, comme de Grossouvre. Et Bousquet va financer les campagnes. Il finance Mitterrand. À l'époque, vous savez qu'il n'y avait aucune loi sur le financement. Si vous aviez un copain banquier ou industriel, etc., il vous donnait de l'argent. On n'allait pas chercher plus avant. Donc Bousquet est un financeur de Mitterrand. Et il est contacté par Pierre Péan. On est en 93. Qui est journaliste. Pierre Péan, le grand enquêteur, qui est un superbe investigateur, qui prépare le bouquin Une jeunesse française. Il voudrait interroger René Bousquet. Et badaboum, il est tué par un type qui a l'air de ne pas avoir non plus d'être très mentalement stable, qui est un certain Christian Didier. Et alors, autant le Éric Schmitt, il était allé au Conseil général des Hauts-de-Seine, autant Christian Didier, lui, quand on étudie son pédigré, un jour, il est allé à l'Élysée. Il est allé remettre, il dit qu'il avait un rapport confidentiel à remettre à Mitterrand, et il a dû être repéré sans doute par Charras, ou par Gilles Ménage, ou par des gens de l'entourage de Mitterrand. Et ce gars, on ne sait pas pourquoi, il voulait tuer Klaus Barbie à Lyon. Après, il fait un autre attentat, une autre tentative de meurtre qui n'aboutit pas, où il a des condamnations à chaque fois très très légères. Et il tente de tuer quelqu'un, mais je crois qu'il a à peine 3-4 mois avec sursis. J'ai une petite question. Oui. Est-ce que Human Bomb et ce René Bousquet n'étaient peut-être pas dans le dispositif français de ce qu'on appelait par la CIA MK Ultra? En tout cas, leur agissement, leur attitude quasiment suicidaire fait que on peut se poser la question sur s'ils n'ont pas été victimes de manipulation mentale. Parce que pour Human Bomb, il est clair que c'est absolument insensé. Ça n'a aucune logique d'aller d'abord prendre sa voiture, faire 800 km pour arriver directement à Neuilly dans une maternelle, prendre les enfants en otage. S'il y avait eu des gens sensés, j'aurais dit que 2-3 coups de poing, c'était fini, il n'y a plus d'affaire. Or, l'affaire, elle a été montée en mayonnaise, elle a été montée en épingle, parce qu'on a l'impression que les médias étaient disposés, qu'on avait dit qu'il y a un terroriste dangereux. En fait, c'est en 93, parce qu'on n'a plus de vrais terroristes. Il faut en créer un, il faut en avoir un. Il y en a ce gars-là qui semble totalement manipulé. Vous savez que sa famille a demandé aussi une enquête, qui a été refusée également. Donc, il y a beaucoup de zones d'ombre sur Human Bomb. Sur le meurtre de Bousquet, c'est pareil. Qu'est-ce que c'était ce Christian Didier qui voulait faire du théâtre, qui s'imposait sur des plateaux télé? Il voulait une certaine notoriété. Eh bien, la notoriété, elle était quand même relative avec le meurtre de Bousquet. Il a été condamné. Alors, c'est étonnant aussi. Je crois qu'il a pris
Il a pris 9 ou 10 ans de détention, mais il a été libéré rapidement au bout de 4 ou 5 ans, et il est mort chez lui à Saint-Dié dans les Vosges. Donc ça n'a pas été pour le meurtre qu'il avait commis, on ne peut pas dire qu'il... Et il y a un troisième meurtre. Et alors, il y a un troisième meurtre qui est encore plus intéressant, c'est le 14 juin 1993, un accident dans le Loiret, une voiture qui tombe, le passager qui meurt, et qui est cet homme-là? C'est Louis Chaleret, c'était le procureur de l'affaire Boulin, qui connaissait Pasqua. C'était un homme clé du dossier Boulin, c'était le procureur qui avait tout fait pour maquiller les preuves, qui avait... driver les enquêteurs en leur disant oui, c'est un suicide, il s'est noyé, etc. Et j'apporte même un témoignage inédit sur le fils du président de la cour d'appel de Versailles, qui à l'époque a 20 ans. Le soir de la découverte de Boulin, on demande Monsieur Pinault. Ben lui, il est gamin, il décroche. C'est moi. Ah oui, oui. Ben c'est ici, Monsieur Chaleret, le procureur. Ne vous inquiétez pas, pour l'affaire Boulin, on a bien fait comme il fallait. Hein, on a maquillé les trucs, etc. On s'arrange tout de suite pour maquiller l'histoire du meurtre de Boulin en suicide. Et c'est un mois après l'assassinat de René Bousquet que Monsieur Chaleret meurt d'un accident de voiture. Je dirais que ça peut être un accident, mais ça peut aussi très bien être une élimination, puisque on se rend compte qu'à cette époque-là, les deux comparses, Mitterrand et Pasqua, s'arrangent pour éliminer des témoins gênants. C'est sûr. Alors, et donc, du coup, la relation avec Sarkozy? Alors, Sarkozy, eh ben justement, il émerge dans ce milieu de cash, d'argent, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui coule à cette époque-là. C'est une époque quand même fastueuse, on est dans les années 90, on est dans une économie qui encore est prospère, qui est florissante. Il se rend compte, finalement, qu'il y a une bagarre politique apparente entre Sarkozy, entre Pasqua et Mitterrand, mais que les deux sont des grands monteurs, sont des grands manipulateurs, que ce sont des tueurs, quelque part, il faut être clair, ce sont des tueurs. Regardez Mitterrand, le nombre de personnages autour de lui qui sont morts de façon brutale et suspecte, il y en a quand même un certain nombre. Et lui, à Gros-Souvre. Il se suicide dans l'Élysée, enfin, suicide entre guillemets, bien sûr. Dans l'Élysée, et puis il y en a un autre aussi, sur lesquels je ne parle pas, mais il y a aussi Roger Patrice Pellat. Ah oui, qui a fait le prêt... Alors, à Bérégovoy. Le fameux Pelin qui a fait le prêt à Bérégovoy, et dont je peux vous dire, je n'en parle pas dans mon livre, mais dont je peux vous dire que je sais que c'est une infirmière qui lui a fait une piqûre létale. Et, voilà, c'est une infirmière qui a été drivée pour éliminer Roger Patrice Pellat le 7 mars 89. Et j'ai un témoin de la scène qui me dit que peu après la mort de Pellat, eh bien, Mitterrand est vite venu s'incliner, surtout pour voir qu'il était bien décédé. Parce qu'il devait être entendu dans l'affaire Péchinet-Triangle. Ah oui, c'était une dans grosse l'affaire affaire. Péchinet-Triangle. Donc là, il avait peut-être peur que Pellat ne résiste mal au juge. Et donc, du coup, Nicolas Sarkozy, en ayant ce type de mentor, si je puis dire, a peut-être commence à utiliser les mêmes méthodes, on va dire. Je dirais que c'est tout à fait ça. Parce que... entre la CIA, l'agence qu'on a du mal des fois à désigner, qui a beaucoup de morts à son actif, mais qui a aussi beaucoup de compromissions avec les réseaux de trafic internationaux de stupéfiants. La CIA est un des plus grands trafiquants au monde de drogue. Parce qu'ils ont des bateaux, ils ont des avions. Il n'y a pas que les narcotrafiquants privés qui travaillent. La CIA, on le sait depuis très longtemps, elle a utilisé la guerre du Vietnam, elle a utilisé le Triangle d'Or, elle a utilisé la guerre en Afghanistan pour amener du fric, des stupéfiants aux États-Unis et financer ces opérations sur undercover grâce au trafic de stupéfiants. Donc, Sarkozy, entre la CIA, entre les magouilles de Pasqua, entre les arrangements de Mitterrand, il grandit dans un univers qui mentalement n'est pas sain et qui, au niveau moral, l'est encore moins, parce qu'il se rend compte que finalement, dès qu'on est élu, qu'on est ministre ou président, on peut tout faire. Il n'y a pas de limite, on peut faire tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment le contraire de la déontologie en politique pour moi, Sarkozy. Alors, quand il arrive au pouvoir en 2002, au ministère de l'Intérieur, moi j'étais sur ces enquêtes depuis 1 an et demi, 2 ans, avec Bertrand. On avait aussi une grosse affaire à traiter, c'était l'affaire Colonna.
dont je parlerai plus tard. Je n'en parle pas dans mon premier. Je ne pouvais pas parler de tout. Il y a déjà 316 pages. Mais un petit mot sur Colonna, une minute. Hein Colonna, c'est l'assassinat du préfet Erignac, et on met sur le dos à un berger corse, M. Colonna, ce meurtre. En gros, et pendant des années, on va chercher C'est la fausse piste par excellence. C'est la fausse piste par excellence qui permet... Et c'est Sarkozy qui lui met sur le dos. Voilà, l'affaire, elle démarre pas sous Sarkozy. Elle démarre... il est assassiné, Erignac, le 6 février 1998. Nous sommes dans la cohabitation, c'est les socialistes qui sont au pouvoir. Mais si on analyse, pareil, dans les affaires, il faut voir la genèse. Erignac, il a été nommé en 96. Alors, on n'aura pas ultra le temps sur ça. On n'aura pas le temps. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, c'est juste pour faire le... Voilà, mais c'est pareil, ce n'est pas une affaire nationaliste, c'est une affaire de corruption. Voilà. C'est une affaire de corruption. Et donc, toi, tu as enquêté sur l'affaire Colonna. Bien sûr, on a enquêté sur l'affaire Colonna. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que j'ai connaissé le vrai assassin. D'Erignac? Bien sûr. Que j'ai une rencontre houleuse avec lui et qui m'a menacé. Il n'était pas content que je l'ai identifié grâce à deux informateurs. Mais ça, c'est encore une dinguerie, ça, que tu connaisses parce que théoriquement, personne ne connaît l'assassin d'Erignac, je préfère Erignac. Oui, je l'ai rencontré. Ah, okay. Il m'a menacé et il m'a dit que ma carrière serait très compromise parce qu'il était couvert par Squarcini et par la DST. Alors, Squarcini, c'est le bras droit de Sarkozy. C'est le bras droit de Sarkozy. Mais bien sûr. Ça veut dire que Sarkozy couvre l'assassin du préfet Erignac, ça tu dis? Qui est mort. Il est mort. L'assassin, il est mort. Il est décédé. Et alors, vous avez l'air de découvrir quelque chose d'énorme. Ah oui, je découvre. Mais là, les gens qui nous regardent découvrent. Hein. Alors, mais il y a eu, avant le procès de Sarkozy, c'était janvier-mars 2025. L'année précédente, en 2020, il y a eu le procès de Bernard Squarcini, qui a été condamné, j'en parle dans mon livre, il a fait appel, mais on voit bien à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à une vraie association de malfaiteurs. C'était des vrais malfaiteurs qui étaient à la tête du ministère de l'Intérieur. Et lors des audiences de Squarcini, je me suis payé le luxe d'aller écouter 2-3 après-midi de débat. Il avait un grand dossier, Squarcini, sur ce fameux garçon que j'avais identifié en 2000 comme étant le très probable assassin d'Erignac. Il avait une note, il avait un dossier. Le président lui a demandé « Mais qui c'est ce monsieur, qui c'est ?» Et Squarcini a botté en touche. Et dans ce dossier de ce personnage, il y avait des notes de la DGSE, des notes de la DRM, des notes de la DST, et il y avait mes notes sur ce bonhomme. Et quand j'ai appris qu'il était mort, alors, apparemment, il est mort de sa belle mort d'un cancer. Je me suis dit, il est clair que le vrai assassin étant décédé, le faux assassin Colonna est menacé. Eh bien, 6 mois après, ça n'a pas loupé. On a tué Colonna en prison. Et il y a quand même un événement important qui n'a pas été repris. C'est que son assassin d'origine camerounaise, qui dit qu'il aurait tué Colonna parce qu'il aurait soi-disant insulté le prophète, c'est le truc facile, la tarte à la crème. Il a fait une déposition en disant que c'était la DGSI qui était venue le voir en prison, qu'il avait acheté et qui avait intervenir pour qu'il ait une remise de peine en échange de l'assassinat de Colonna. Donc pour moi, Colonna, il a été assassiné volontairement dans la maison d'arrêt d'Arles pour empêcher qu'à sa sortie, il ne puisse éventuellement donner la vérité sur l'affaire Erignac, qui reste, je vous l'assure, malgré 3 procès en assises, puisqu'il y a eu 3 procès sur Yvan Colonna, jamais Colonna n'a dit qu'il avait tué le préfet. Jamais. Jamais. Et en plus, il y a des constatations balistiques qui sont incontestables, c'est que les constatations balistiques prouvent que le tueur faisait au moins 1,75 m, vu l'angle de tir, et que Colonna faisait 1,60 m. Mais alors, du coup, toi, tu as enquêté sur ça. J'imagine que les services de Nicolas Sarkozy ont vu que tu te rapprochais d'une forme de vérité, c'était un peu comme Icare, et ils ont décidé de te brûler les ailes. Mais complètement. Alors d'abord, quand ils arrivent au pouvoir,
benoîtement et ingénument, je suis allé voir Sarkozy. J'ai vu Guéant dans son bureau le 24 ou le 25 juillet 2002, et je lui ai dit qu'avec mes informateurs, je pouvais retrouver Colonna très très vite. On pouvait l'interpeller rapidement. Et d'ailleurs, lui, il voulait arrêter sa cavale, il voulait dire la vérité. Il était quelque part soulagé en disant il y a une nouvelle équipe qui arrive, place Beauvau, c'est plus les socialistes. Est-ce qu'avec eux, je vais pouvoir discuter, partir ? Eh bien, il s'est passé tout l'inverse. C'est qu'ils n'ont pas du tout tendu la perche. Au contraire, ils l'ont évité. Ils m'ont mis, moi, sur écoute avec mes informateurs. Et ils ont fait durer l'histoire Colonna pour l'instrumentaliser, pour Colonna sorte le 4 juin 2003. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Il a été miraculeusement retrouvé, d'abord 3 semaines après ma garde à vue et celle de mon informateur, mais ils l'ont retrouvé 2 jours avant le référendum. Un référendum que Nicolas Sarkozy avait proposé pour la Corse, qui lui donnait un statut particulier. La Corse devenait en gros une plateforme offshore. Et ça, tout le monde a oublié ce projet de référendum sur la Corse en disant qu'elle aura un statut particulier. En gros, la Corse devenait une grande lessiveuse au bénéfice de l'Europe. Genre, c'est l'île de Jersey, quoi. C'était Jersey, Guernesey, c'était le Delaware. Ça devenait une lessiveuse au niveau de l'argent sale pour permettre de recycler. Et la Corse a dit non à ce référendum et on n'en a plus entendu parler. Et quelque part, en 2003, l'artifice, c'est un peu la même chose que les otages d'Ouvéa. Vous vous souvenez de l'histoire des otages d'Ouvéa en 88, où il y a la fameuse histoire de la grotte, et on va libérer les otages en espérant que c'est une influence sur la présidentielle 88. Alors...